réunis pour le prochain numéro de la Gazette de la ferme pédagogique du Bel-Air. Je voulais te poser quelques questions en tant que fondateur de la ferme pédagogique. Attention, je ne suis pas fondateur de la ferme pédagogique, au moins pour 2 raisons. Tout d'abord, je ne suis pas fondateur de la ferme elle-même, c'est une autre équipe qui l'a fondée. Deuxièmement, le terme pédagogique n'est arrivé qu'après. Je me demande même si ça n'a pas été le précurseur d'une situation que je n'aurais jamais imaginée ni souhaitée. Mais ça, c'est autre chose. Ça s'appelait au départ Ferme pour enfants, c'est ça? Ferme pour enfants, l'exemple avait été pris en Allemagne par une petite équipe qui avait trouvé ça vraiment très astucieux, et l'importation a fait que l'administration, n'ayant aucun modèle sur lequel s'appuyer ou servant de référence, ça a été, je dirais, un produit original qu'elle a découvert et qu'elle a essayé de gérer. Disons que les 5 premières années, l'administration nous a foutu une paire royale parce qu'elle ne savait rien répondre à la manière dont nous procédions. Et ça, c'était très intéressant. Ça nous a laissé une totale liberté. Alors, ça fait pas partie des questions, mais tu en as trop dit ou pas assez pour moi. Pourquoi ça t'embarrasse, cette terminologie ferme pédagogique, et celle de ferme pour enfants te semblait plus adéquate? Tout simplement parce que ça sent l'éducation nationale, et l'éducation nationale, que je respecte par ailleurs, est une administration, mais c'est une vieille dame qui a ses habitudes et qui n'aime pas qu'on la dérange, et qui surtout a toujours raison, même quand elle a tort. Bon, ben, j'entends. Néanmoins, est-ce qu'on peut admettre que la ferme du Bel-Air et son équipe d'animation est un peu au service de cette vieille dame en tant que petite main pour concrétiser ses projets? Oh Dieu, oui! Et si vous n'obéissez pas, vous vous ferez taper sur les doigts. Oui, maître. Alors justement, la première question que j'aurais à soumettre en tant que haut-parleur de l'équipe, c'est, selon toi, André, dans ce cas-là, quelles ont pu être les motivations de départ de cette aventure collective éducative? Qu'est-ce qui a été le détonateur en termes de personnes, d'idées? Quand nous sommes arrivés ici, ça a été un bouleversement dans tous les domaines. Il y avait les rapports avec des HLM, il y avait la construction des maisons, il y avait les rapports entre nous, il y avait... Tout se bousculait. Mais la ferme, ça a été au départ l'idée d'une toute petite équipe dont je ne faisais pas partie. C'était du Daniel Denis, du Jean-David Lemaire, Nicole Laforie, Pierre Froment, un petit noyau. Et c'est ce petit noyau qui nous a posé le bébé dans la crèche, si je puis dire, et qu'il a fallu s'occuper de langer et d'entretenir. Parce que cette équipe, ce noyau dur fondateur, a catapulté le projet, mais s'est écarté ensuite? Ah, ça s'est, je dirais, élargi tout de suite, parce que on était quand même un noyau de gens qui étions relativement dynamiques, et on était partants. Mais on savait que ça allait être une aventure invraisemblable, et ça l'a été. Donc, c'était bon. Puisque c'était une aventure, ça allait contre ce qui se faisait d'habitude, ça allait à l'encontre de toutes les habitudes, de tous les clivages de notre société, et ça mettait tout le monde en cause. Il y avait donc tous les éléments rassemblés. Est-ce que je peux en traduire que la motivation de départ, c'était un peu de bousculer l'ordre des choses? Peut-être pas de renverser la table, mais d'embêter un peu, quoi. De déranger. Plus que ça. Plus que ça. On avait conscience d'emmerder tout le monde, et je reconnais qu'on ne s'est pas gêné pour le faire. Et moi, je me permets de dire quelques années après, je pense que vous avez réussi cette mission en partie. Pas mal. Est-ce que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'objectif, c'était peut-être d'aller gratter, mettre du poil à gratter, mais dans l'objectif quand même, pas simplement d'emmerder le monde peut-être, mais de conquérir des espaces nouveaux de liberté? Il y avait plusieurs choses. Il y avait tout d'abord le fait de faire quelque chose d'original. Mais il y avait surtout pour nous, d'apporter quelque chose à nos propres enfants. Tous autant que nous étions, nous sentions bien que nous étions coupés du monde rural, en étant habillés. Donc, c'était permettre à nos enfants d'avoir un regard sur ce qu'était la pratique agricole. Et surtout, supprimer ou combler ce fossé qu'il y a toujours eu
entre le monde rural et le monde urbain. Les gens qui étaient là avaient un niveau intellectuel nettement supérieur au mien. Vis-à-vis d'eux, je n'avais que mon expérience rurale, mais elle était essentielle. Est-ce qu'on peut considérer que l'agronome a toutes les connaissances et que le paysan travaille dans l'ignorance? Est-ce que leurs compétences et connaissances ne sont pas complémentaires? Est-ce qu'on doit hiérarchiser ces deux domaines, un plus intellectuel et l'autre plus empirique? Non, c'est pas tout à fait. C'est pas. Je comprends bien, mais c'est pas exactement cela. Pour moi, c'est tout autre chose. Le monde urbain a toujours eu un certain mépris du monde rural. Et réciproquement, non? Non, Non. non. Le monde rural, qu'il le veuille ou non, jalousait un peu ce monde urbain qui détenait un pouvoir que lui n'avait pas, un pouvoir de décision. Un pouvoir de décision. Mais avec le temps, on peut y voir plus une complémentarité, même s'il y a de la concurrence, peut-être même nécessaire. Ça correspondait peut-être à l'époque. Hein. Et nous étions encore très loin de ce qu'a réussi à faire Terre et Cité. C'est-à-dire? Terre et Cité, depuis 30 ans, essaye de combler le fossé entre monde agricole et monde urbain. Je pense qu'au niveau de ceux qui participent à Terre et Cité, ils y sont arrivés très largement. Aujourd'hui, il y a une ouverture de leur part qui n'existait pas avant. Mmh. Et ça, c'est très important. Et d'un autre côté, il y a eu dans le monde agricole des gens assez ouverts et assez, je dirais, intellectuellement éveillés pour arriver à saisir ces occasions et même parfois les provoquer eux-mêmes. Puisque Terre et Cité a pour origine deux agriculteurs, Dupré et Vandamme. Bien sûr, bien sûr. Entre autres, parce que les autres ont marché avec eux aussi. Oui. Et d'ailleurs, Terre et Cité continue à animer le plateau de Saclay et à défendre l'intérêt des agriculteurs. Ça peut être un de ses objectifs. Ça peut se discuter parce que Terre et Cité est entré dans le système, qu'il le veuille ou non, de l'urbanisation du plateau. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Il a aussi peut-être c'est pas le problème de la ferme pour l'instant. D'explication des autres. C'est à eux qu'il faudra demander les justifications. Ça va m'amener à poser une deuxième question, qui sera peut-être la dernière, sûrement la dernière. On a parlé un peu d'histoire. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de son évolution de cette ferme du Bel-Air? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir, que ta réponse soit, comme d'habitude, complète et concise. Nous sommes dessaisis de ce projet, de ce qui a été notre projet. Notre projet a été réalisé. Les générations suivantes l'assument à leur niveau, à leur manière, avec leurs besoins, avec leurs aspirations, qui ne sont pas obligatoirement les nôtres. Nous voyons mal une ferme pour enfants évoluer dans un monde urbain, et surtout un monde qui est déjà urbain dans sa mentalité, dans ce sens que les deux n'ont jamais, au cours de l'histoire, évolué en parallèle, mais toujours en affrontement. Ça a toujours été à celui qui bouffera l'autre, et c'est toujours l'urbain qui a gagné. La démonstration du plateau de Saclay le prouve. L'urbain s'étale, prend les terres. Ceci dit, la ferme, je l'imagine mal parce que je ne le vois plus du tout. Pour moi, il est un peu brouillé, dans ce sens que je vois plus, aujourd'hui, pour moi, c'est plus un laboratoire montrant ce qu'a été la conception qu'on a aujourd'hui de l'agriculture ou de l'élevage. Mais ce n'est qu'un laboratoire. Ce n'est plus le concret, ce n'est plus la réalité. Parce que le laboratoire, qu'on le veuille ou non, dans ses résultats, fausse toujours quelque chose. Alors, ton message pour illustrer le fait que... D'une évolution, mais j'ai envie de le calquer à la ferme du Bel-Air. Ce qu'on vit à la ferme du Bel-Air, c'est une sorte de fausse vitrine de notre agriculture. C'est quelque chose qui est un peu biaisé, un miroir déformant. C'est un miroir déformant. D'accord. Et vous n'y pouvez rien. Par contre, il serait bon que provisoirement vous en soyez au moins conscient, de façon à savoir que vous ne représentez pas ce qu'est le travail de l'agriculture. Bien sûr. Mais sans être tout à fait un musée, juste être un endroit où on peut voir, sentir, toucher une poule, ça a son importance. Savoir reconnaître, être sensible. Je dirais que
ce qu'on montre aux enfants, ça devient aujourd'hui une vitrine d'agriculture. Et dès l'instant qu'il dit vitrine, on dit, je dirais, un passage obligé qui est obligatoirement déformant. La preuve, c'est que quand vous êtes dans une maison, vous voyez la neige qui tombe dehors, il y a déjà une première déformation, vous n'êtes pas à la même température. Bien sûr. Bon, c'est important de voir, pour se préparer à la température, de voir qu'à l'extérieur il neige. Est-ce que la ferme du Bel-Air, même si c'est un peu biaisé ou déformé, ce qu'est le monde naturel, sans pour autant et forcément éveiller des vocations, mais pour garder un lien, un contact avec les animaux d'élevage. Je consomme en plus. Hein. Oui, si on veut, pour moi, ça veut surtout dire une chose, il y a un autre monde que je ne connais pas, dans lequel je ne vis pas, c'est ce monde de l'agriculture. Ça donne une alerte sur ces milieux et ça peut permettre d'alerter sur un certain nombre de richesses de ce milieu. Ouais, avoir conscience d'eux, en fait. Un peu comme cette équipe héritière de la ferme du Bel-Air qui doit avoir conscience qu'entre l'acte fondateur et ce qu'il en existe aujourd'hui en tant que laboratoire ou vestige, ça ne correspond pas forcément aux intentions de départ, c'est pas forcément et tout le temps adapté à la situation actuelle. C'est aussi normal, le monde évolue, donc nous avons fait notre temps, il était grand temps qu'on passe le flambeau à d'autres, mais aujourd'hui ce sont ceux-là qui sont responsables. Bien sûr. Nous sommes incapables, je dirais, et heureusement, d'engager notre responsabilité dans le suivi bien sûr. de cette ferme. Et je n'ai plus mon mot à dire dans ce qu'est la ferme. J'ai dit ce que j'avais envie de dire. Je l'ai dit à ma manière, toujours extrêmement à droite, c'est certain. Ça, c'est autre chose. Hein? Mais je dirais que non, ce n'est plus mon rôle. Moi, j'ai joué mon rôle, j'arrête. Au même titre que vos héritiers d'aujourd'hui passeront le flambeau dans quelque temps et puis se désengageront leur responsabilité de faire vivre l'endroit et passeront le flambeau à une nouvelle équipe qui en cultivera selon ses idées et ses moyens. Ça a toujours été. Hein. Ça a toujours été. C'est quelque chose qui se transmet depuis 40 ans et je trouve que c'est une bonne chose. La seule chose qui a l'air de se transmettre difficilement, le pouvoir. En termes de Parce que ceux qui l'ont ne tiennent pas à le lâcher. Ils en sont addicts et c'est une catastrophe. Et quand on voit les bagarres actuelles, en France, on a le droit de se poser, comme on les a vus aux États-Unis, on a le droit de se poser des questions. Ouais, tu trouves qu'il y a un peu trop d'enjeux en termes de pouvoir ici et qu'on a une sorte de mandarinat. Oui, quand il peut rêver, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quelque part, ça me fait mal au cœur de voir que la ferme, c'est ça. Mais c'est certainement de ma faute parce que je me refuse à rentrer dans ce milieu-là. Il y a une question d'âge, je sais qui joue. Il y a peut-être un conflit de génération, comme on dit, une manière différente de voir les choses. Ce qui peut-être a été pour les nouvelles équipes une évolution nécessaire, une adaptation. On peut voir. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que le fait que ça ait toujours le mérite d'exister, c'est pas grave. Son utilité. De toute façon, aujourd'hui, la ferme vous appartient. Nous, on a fait ce qu'on a cru devoir faire. Essayer d'en faire autant, ça serait déjà pas si mal. Je pense que ça résume bien la situation. Cette nouvelle équipe héritière essaie de passer elle aussi le flambeau avec ses compétences, ses moyens humains et ses limites. Et il faut en avoir conscience. Si vous n'êtes pas conscient de vos limites, vous ne serez jamais capable d'exprimer vos capacités. C'est joliment dit et c'est une grande vérité. Merci en tous les cas d'avoir répondu à ce petit questionnaire qui intégrera la prochaine Gazette. En tout cas, j'ai rien à cacher ni à renier de ce que j'ai dit, donc ça va. Merci André. Merci. Voilà. Merci à Allez, nouveau. amusez-vous bien. André, embrasse Marité. Ouais, je vais essayer.